Notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel, le député insoumis de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes pour un entretien en partenariat avec la presse régionale qui est représentée aujourd'hui par Fabrice Vessard-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Alexandre. Vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef au groupe EBRA des journaux de l'Est de la France. Éric Coquerel, on va commencer par parler de la hausse du prix de l'électricité qui a été confirmée hier soir par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une hausse du prix à partir du mois de février entre 8,6% et 9,8%. Ça correspond au rétablissement d'une taxe du gouvernement à la fin du bouclier énergétique. Bruno Le Maire l'a justifié. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Il faut remettre d'aplomb nos finances publiques. Ça peut paraître cohérent. Alors, c'est pas seulement la fin du bouclier énergétique, parce qu'il faut bien comprendre, ça ne correspond pas à une augmentation du prix gros de l'électricité qui a baissé considérablement. C'est une taxe que remet le gouvernement, d'ailleurs qu'augmente le gouvernement. Bon, moi je suis un peu étonné, parce que déjà de prime abord, le gouvernement nous dit les classes moyennes, les classes intermédiaires, il y a un problème, on reconnaît le problème de pouvoir d'achat, donc il faut baisser les impôts de 2 milliards, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis la première mesure qu'il fait, c'est d'augmenter le prix de l'électricité. Au-delà, de l'augmentation des revenus des Français. Donc, très clairement, vous en prenez au pouvoir d'achat sur un bien qui, pour moi, a besoin, qui est pour moi fondamental. Et en plus, sans discernement. L'augmentation, bon, elle va être modulée, si j'ai bien compris, mais enfin, globalement, elle est quand même à peu près la même pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est une mesure qui, moi, m'étonne, surtout dans un moment où on le voit bien, là, on vient de vivre des moments très froids, il y a des gens, y compris qui meurent dans la rue, il faut le redire, parce qu'ils sont sans abri, et on augmente le prix de l'énergie. Moi, je ne comprends pas très bien cette logique. Je vous rappelle que le pouvoir d'achat des Français, c'est la consommation populaire, et que la consommation populaire, c'est ce qui a permis, en 2023, justement, qu'on ne rentre pas en récession, contrairement quasiment à l'Allemagne. Donc c'est pas, je pense qu'économiquement, ça ne se tient pas. Donc selon vous, il fallait encore continuer ce quoi qu'il en coûte pour amortir le prix de l'énergie, quitte à creuser les déficits? Là, la différence, c'est que l'État va prendre une taxe. C'est pas le fait que ça lui coûte. C'est pas le prix gros de l'électricité, encore une fois, qui augmente. Donc je pense qu'il fallait continuer à amortir. Il va rétablir une taxe qu'il percevait. Je pense qu'il fallait continuer à amortir cette question, ou alors on n'a pas de discours sur le pouvoir d'achat des Français. Et tout ça est un peu contradictoire. Justement, sur le prix de l'électricité et le marché de l'électricité, on avait senti la semaine dernière un Emmanuel Macron plutôt optimiste en disant que les Français allaient bénéficier finalement du coût inférieur de l'électricité nucléaire qui est produite par la France. Est-ce que vous aussi vous êtes optimiste sur l'avenir du prix de l'électricité? Non, je suis pas optimiste d'abord parce que on a dérégulé le marché de l'électricité. On l'a laissé au marché, au privé. En plus, il est basé en Europe, ça continue malgré les critiques de la France sur la question du gaz. Donc tout est fait pour que, au moindre aléa, l'électricité remonte. Et je ne crois pas du tout, contrairement au gouvernement, que l'avenir, à la fois pour des questions environnementales, mais des questions synergie, soit justement le nucléaire. Donc je pense qu'on peut avoir à nouveau des soubresauts. D'ailleurs, la plupart des économistes sont très prudents là-dessus, au niveau du prix de l'électricité. Et donc, c'était vraiment pas le moment de remettre 10%, un peu moins de 10%, parce qu'ils ont essayé de tenir leur promesse, d'augmentation du prix. Moi, la question concrète, c'est comment des gens qui aujourd'hui n'y arrivent pas, ont subi des augmentations du panier alimentaire, d'après vos confrères du Parisien, de 20% en 24 mois. Comment ils vont faire pour aussi pallier à cette augmentation? En tout cas, pour tous les Français, ça ne va pas être évident, peut-être une minorité, mais pour beaucoup de Français, ça va être vraiment compliqué. Alors, Éric Coquerel, le week-end a été marqué par des manifestations d'agriculteurs. La colère du monde agricole continue de monter en France et même partout en Europe. Le motif de la contestation est notamment la lourdeur des normes environnementales qui complexifient l'activité des exploitations agricoles. Que faire pour répondre à cette colère? Est-ce qu'il faut revenir sur certaines normes écologiques? Ça, j'ai bien compris que c'est ce que le gouvernement veut laisser entendre, que la revendication principale serait liée à des normes environnementales. Et donc, j'ai entendu hier Mme Berger faire de la démagogie en tapant à la fois sur ce qui se passe au niveau européen. Moi, je n'ai pas votre appréciation, c'est très divers selon les régions. Moi, je crois d'abord que la principale revendication des agriculteurs, et je les comprends, si on veut vivre de notre travail. Voilà. Les prix agricoles ont baissé de 10% en un an. Et en même temps, les prix de l'alimentaire, notamment avec l'agrobusiness industriel, ont augmenté, je l'ai dit tout à l'heure, de 20% en 24 mois. Bon, il y a un gap.
Les gens se demandent comment ça se fait que certains augmentent leur marge, parce que c'est ça, produisent en plus de l'inflation, et puis nous, on n'arrive même pas à venir de nos prix agricoles. Donc il faut d'abord faire face à ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors, je regardais par exemple dans l'ouest de la France, les agriculteurs, d'abord, ils vont devant Lactalis, qui est un producteur, pour contester justement, enfin ceux qui produisent du lait, pour contester ces questions. Donc nous, on avait proposé des prix planchers, des prix rémunérateurs lors d'une proposition de loi, je parle du groupe France Insoumise, et qui avait d'ailleurs, cet aspect de la proposition avait été majoritaire au moment de notre niche. Je pense que c'est ça qu'il faut faire très rapidement. Les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Voilà, à mon avis, ce qui déjà est essentiel. Alors, l'un des motifs quand même de la colère, c'est la fin d'une exonération fiscale sur le gazole non routier. Est-ce qu'il faut rétablir cette exonération fiscale pour satisfaire les agriculteurs ? Moi, on peut pas dissocier le besoin de la lutte sur les questions environnementales de la question de l'agriculture. Voilà, y compris d'ailleurs pour les agriculteurs eux-mêmes. Donc, autant on peut imaginer, je crois, par exemple, des aides qui permettent aux agriculteurs de faire face à cette augmentation, autant, par exemple, la lutte contre la décarbonation me semble aussi vitale, aussi fondamentale pour tout le monde, y compris les agriculteurs, parce qu'ils respirent le même air que moi. Ils sont pollués, j'allais dire, en premier lieu, par exemple, par les mêmes produits type glyphosate et autres. Donc moi, je ne suis pas certain que ça soit la question de l'exonération qui est imposée. Par contre, la question d'aide pour les aider. Nous, on avait proposé, par exemple, que on avait fait une proposition de loi, là aussi, qui est d'ailleurs passée à l'Assemblée. On attend qu'elle passe au Sénat pour revenir à l'Assemblée, sur, par exemple, des prix de l'EDF qui soient tarifés pour les agriculteurs, pour les commerçants, etc., qui permettent justement d'éviter des soubresauts. Je pense que cette voie est là. Mais encore une fois, vous savez, les agriculteurs, si ils sont mieux rémunérés, s'ils gagnent mieux leur vie, si aussi on leur assure une protection contre une concurrence internationale avec les accords de libre-échange, peut-être ils accepteront ces taxes écologiques. Considéreront-ils que l'augmentation sur le gasoil est plus supportable à partir du moment où ils gagnent mieux leur vie. Donc le problème principal, il est là d'abord. Fabrice, une dernière question politique sur cette colère du monde agricole. Oui, on parle de travailleurs pauvres pour beaucoup. Pour beaucoup. Bien sûr. Et la droite et l'extrême... Qui se suicident d'ailleurs, beaucoup. Qui se suicident, absolument. La droite et l'extrême droite conservent la faveur des agriculteurs. Comment vous l'expliquez? Est-ce que LFI et l'ANU pourraient un peu oublier les paysans? Non, on n'a pas oublié les paysans, mais non, on a des liens d'ailleurs avec des nombreux syndicats agricoles. Moi, cette semaine, en président de la Commission des Finances, c'est un hasard, c'était pas prévu, mais je rencontre M. Rousseau, donc je ne crois pas qu'on soit du tout éloigné, en tout cas on n'est pas éloigné des préoccupations du monde agricole, mais comme sur les médias on n'arrête pas de répéter que M. Bardella a des succès, que c'est le préambule des européennes, à la fin ça devient autoréalisateur, quoi. Moi je veux pas regarder ça. Très franchement, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, c'est que une très très grande partie, une très grande majorité du monde agricole, des éleveurs, n'y arrivent pas. D'accord, subit des conditions de vie qui sont souvent insupportables, beaucoup de célibataires, beaucoup de personnes qui sont y compris dans des environnements sociaux très compliqués. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut résoudre. Après, on verra bien pour qui vote, à qui ça fonctionne. Ce que j'observe simplement, c'est que la force qui aujourd'hui s'oppose à la fois, propose ces prix planchers, s'oppose au libre-échange et propose justement des solutions de souveraineté alimentaire produites dans des conditions environnementales qui, j'allais dire, satisfassent d'abord les agriculteurs, c'est la France Insoumise, c'est pas le Rassemblement National. Éric Coquerel, on va parler de la loi immigration, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de manifestants partout en France hier pour défiler contre ce texte qui a été voté par le Parlement en décembre dernier. Est-ce que vous pensez que vraiment ces manifestations puissent faire changer d'avis Emmanuel Macron sur la promulgation de cette loi? Je l'espère. Manifestement, d'après ce que j'ai compris, Emmanuel Macron et Madame Borne, avant d'être démissionnés, trouvent que leur loi elle-même est trop dure, puisqu'ils comptent sur le Conseil constitutionnel pour l'abroger, ce qui est quand même un peu bizarre. Hein. Bon, c'est une loi qui puise dans le programme de l'extrême droite, très clairement. Qui pour moi est anti-républicaine, je le dis tranquillement, c'est-à-dire qui instaure la préférence nationale, qui remet en question le droit du sol, qui instaure une déchéance de nationalité selon votre origine, toute chose qui est contraire à nos principes républicains. Donc j'espère bien que le gouvernement refusera de promulguer une loi qui en plus ne règle rien. Le problème de notre pays, c'est l'accueil de l'immigration. C'est ça qui crée de la marginalité, c'est ça qui crée des problèmes. On n'est plus, contrairement à ce qu'on dit, si on regarde les chiffres réellement, on n'est plus en ce moment un grand pays d'immigration. Rien que par exemple l'immigration au travail, c'est 16% seulement de l'immigration, qui explique d'ailleurs pourquoi il y a autant de travailleurs sans papier, parce que notre économie, en réalité, a besoin de main-d'œuvre immigrée, comme elle a eu souvent besoin dans l'histoire. Donc tout ça est à la fois indigne
injuste, inefficace, et en plus, je vous le dis, à des relents d'extrême droite qui m'inquiètent. Donc j'espère bien que ça va peut être promulgué. Et sinon, j'espère bien, même si M. Fabius a eu raison de réagir en disant qu'il ne fallait pas instrumentaliser politiquement le Conseil constitutionnel, mais j'espère bien qu'une très grande partie de cette loi sera balayée par le Conseil constitutionnel. Vous pensez qu'il faudra manifester? Au-delà, vous faisiez partie des manifestants ce week-end. Exceptionnellement, je ne manifeste pas. C'était rare parce que j'avais d'autres problèmes dont on parlera après sur ma circonscription. Les semaines précédentes, oui. Voilà. Bien sûr, le 14, j'étais en train de manifester. Vous pensez qu'il faudra manifester au-delà de la, oui, je pense, de la décision du Conseil constitutionnel? Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un rendez-vous prévu début février. Bien sûr, il faut continuer à se mobiliser. Tout simplement parce qu'on ne peut pas admettre de mettre dans une situation très compliquée des centaines de milliers de personnes qui vivent sur notre territoire, qui souvent l'enrichissent par leur travail, par leurs enfants qui vont à l'école. Voilà, il faut arrêter de vouloir diviser les Français, de courir derrière le Rassemblement national qui utilise l'immigration en gros pour faire en sorte qu'on ne s'interroge pas sur un système injuste, mais que les gens considèrent que leur problème, c'est le travailleur à côté, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau qu'eux. C'est un vieux truc. Et je veux dire là-dessus, il faut argumenter, se battre, mobiliser. Donc la bataille va continuer sur l'immigration, notamment avec la réforme de l'aide médicale d'État qui est promise par Gabriel Attal. Malheureusement, oui, parce que j'ai l'impression que ce gouvernement va continuer à puiser du côté de l'extrême droite son programme. Éric Coquerel, quelques questions sur l'affaire qui touche l'école Stanislas, école privée catholique à Paris. Il y a actuellement une enquête de police en cours pour homophobie et sexisme concernant un intervenant de l'école privée Stanislas. Cela fait suite au rapport très critique de l'inspection de l'éducation nationale sur cet établissement. Est-ce qu'il faut suspendre tout simplement le contrat d'association de cet établissement avec l'État? Écoutez, il n'y a pas très longtemps, dans le nord de la France, on a eu des mesures assez drastiques vis-à-vis d'une école qui était une école qui était sur l'islam, pardon. Je pense qu'il faut pas faire deux poids deux mesures. Donc, parce que je crois que le rapport ne pointe pas seulement la responsabilité d'une personne, si j'ai bien compris et lu rapidement. Il y a d'autres faits qui sont pointés. Donc il y a une enquête, tant mieux, et je trouve que la mairie de Paris a eu raison de cesser d'aider ces écoles, mais ça nous permet déjà de pointer quand même un souci global. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en juin. Il y a une mission d'information avec mon collègue, notamment Paul Vannier à l'Assemblée, qui travaille là-dessus. C'est qu'on s'aperçoit que d'abord, les écoles privées sous contrat servent surtout du séparatisme social, confèrent les choix de Mme Oudéa-Castéra qui sont très clairs. Deux, qu'il n'y a pas d'égalité, parce que ces écoles, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas gratuites. Deux, sont aidées à 75% par les deniers publics, plus les aides des collectivités, et choisissent leurs élèves. Et donc, il y a vraiment un problème majeur qui se pose. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas... la question n'est pas d'ouvrir la guerre scolaire, mais la question, c'est un peu d'équilibrer les choses. Voilà, on ne peut pas sans arrêt nourrir des écoles qui... pas toutes, hein. Donc c'est revoir les financements, revoir les financements publics, c'est ce que vous dites. En tout cas, il y a un problème, parce que s'il y a financement public, mais que d'un autre côté, d'après un rapport de la Cour des comptes, il y a aussi peu de contrôle sur les gestions, sur ce qu'on enseigne éventuellement pour certaines écoles, pas toutes, je ne veux pas schématiser. Vous admirerez avec moi que c'est pas normal, l'école publique est beaucoup plus contrôlée. Vous parliez de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui finalement a mis la lumière sur l'école Stanislas la semaine dernière. Et d'ailleurs, ce week-end, on a appris que son fils avait bénéficié d'un système de contournement des règles de Parcoursup, comme d'autres élèves de l'école Stanislas, un système de contournement pour permettre aux lycéens de Stanislas d'être acceptés dans la classe préparatoire de l'école Stanislas. Avec finalement cette nouvelle révélation, est-ce que la ministre peut encore rester à son poste? Je crois pas. D'ailleurs, je me demande à quel niveau... tout ça est un peu lunaire quand même. Si on veut affaiblir la préparation des Jeux Olympiques, on fait ce qu'on a fait. Parce que globalement, Mme Oudéa-Castéra, elle faisait le job. Voilà, moi je l'ai côtoyée à plusieurs reprises dans ma circonscription, qui est au cœur des Jeux Olympiques, elle faisait le job. Et là, j'allais dire que la ministre de l'Éducation était en train de fragiliser la ministre des Sports. Donc je pense qu'on ferait bien de lui enlever cette attribution, parce qu'en plus de ça, très franchement, aujourd'hui, elle est discréditée vis-à-vis des enseignants. Vous lui conservez sa fonction. C'est pas à moi de décider. Non, mais dans votre là, en idée, l'occurrence, moi, je la remets pas en question sur le ministère des Sports. Ouais, là, on peut être pour ou contre les Jeux Olympiques, mais là n'est pas les questions. Compliqué quand même. Compliqué. Comment c'est compliqué? De priver quelqu'un d'une partie de ses prérogatives après l'avoir nommé. Non, vous la fragilisez quand même. Il va y avoir des nouvelles décisions au niveau du gouvernement. Moi, je pense qu'il vaut mieux se rendre compte avant d'une erreur et du fait que tout ça est un point
compliqué. En plus, très franchement, dès le départ, je vois pas très bien comment vous êtes à la fois ministre des Sports, l'année des Jeux Olympiques, et ministre de l'Éducation nationale, qui, si j'ai bien compris, est une des priorités annoncées par M. Attal et M. Macron. Donc tout ça me semble une erreur qui serait temps de rectifier, mais qui ne changera pas par ailleurs la politique à l'école. La politique à l'école, c'est qu'il faut plus de moyens pour baisser le nombre d'élèves par classe, plus d'enseignants mieux rémunérés sans qu'ils aient besoin de travailler plus. Et ça, c'est pas de toute façon Mme Oudéa, etc., qui est responsable de cette politique. Éric Coquerel, on va évoquer un sujet qui concerne votre circonscription, la Seine-Saint-Denis, puisque la semaine dernière, 2 jeunes de Saint-Denis ont été tués violemment de coups de couteau. Farid, 17 ans, est mort samedi après avoir été agressé devant son lycée. Et ça, c'était après la mort de Sedan, 14 ans, qui a été poignardé dans une station de métro de la ville de Saint-Denis. Ça, c'était mercredi. Comment on explique, selon vous, ce déchaînement de violence? Déjà, on essaie d'apporter du réconfort aux parents, parce que c'est absolument dramatique dans les 2 cas. Moi, hier, j'ai apporté mes condoléances à la famille de Farid, un enfant de 17 ans, parfaitement intégré, apprécié par tous ses éducateurs qui faisaient du foot, etc., et qui meurt à la sortie de son lycée. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, si, je pense que vous vous rendez compte de ce que ça donne. Et Sedan, 14 ans. Bon, déjà, c'est la première chose à faire. Bon. Ensuite, comment on l'explique ? On l'explique très certainement parce qu'à un moment donné, il se trouve que j'ai fait un colloque, y compris à l'Assemblée, sur cette question. On sait qu'il y a des violences interquartiers qui existent, de rixes. Alors, c'est pas nouveau. Contrairement à ce qu'on dit, il y a toujours eu des violences comme ça entre quartiers, sauf que manifestement, c'est avec des armes plus dangereuses, plus jeunes. Les réseaux sociaux enflamment facilement les choses et puis donnent des points de rendez-vous faciles. Et donc, tout ça peut beaucoup plus vite dégénérer. Donc moi, je pense qu'à court terme, là, il faut déjà trouver les coupables, que la justice passe. À moyen terme, et c'est ce qui est en train d'être fait en Seine-Saint-Denis, il faut que les parents parlent entre eux. Il y a des associations qui travaillent à ça pour que les parents des différents quartiers se parlent, pour que les jeunes à nouveau se rediscutent, qu'on essaie de trouver des médiations. Et puis à long terme, il faut peut-être mettre le paquet à nouveau. Sur les centres culturels, les éducateurs, l'école, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis très... Pourquoi là-dessus on a régressé à Saint-Denis ? En tout cas, ça n'a pas progressé. Et puis je vous fais remarquer qu'il y a un nouveau rapport. Il y avait eu le rapport Cornu-Gentil sur la Seine-Saint-Denis, député républicain, qui expliquait que la Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qu'on peut dire, qu'on a toujours l'impression qu'il y a plein d'argent qui est envoyé sur les villes populaires, ce qui n'est pas vrai. La Seine-Saint-Denis était déficitaire dans tous les services publics par rapport à la moyenne nationale, avec pourtant une population très jeune et pauvre. Bon. Et ça s'est pas amélioré d'après un nouveau rapport de Stéphane Peu, mon collègue député de Saint-Denis. Donc à partir de là, il faut remettre le paquet d'un service public dans les écoles, avec il faut trouver ce moyen. Je l'ai dit, des travailleurs sociaux. Je l'ai dit aussi, on parle peu, mais il faut le préciser, la question de la santé mentale dans ce pays. Il manque des psys dans toutes les écoles. Il faut essayer de prévenir à l'avance. Il y a un problème vous comprenez bien que quand un enfant de 19 ans, un jeune de 17 ans poignarde un autre enfant, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut prévenir. Donc il faut mettre le paquet là-dessus. Moi, je suis comme Hugo, hein, une école vaut mieux qu'une prison en général. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et puis là, pour l'instant, à court terme, il faut effectivement... Mais bon, c'était mercredi, les 2 événements étaient mercredi depuis, notamment grâce aux décisions de la mairie, de la police et autres. Il n'y a pas eu d'autres événements aussi dramatiques. Donc, et c'est pas non plus le quotidien de la Seine-Saint-Denis, je dois le dire quand même aussi. Arrêtons les amalgames. Éric Coquerel, en tant que président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, vous avez demandé des documents au ministère de l'économie concernant une affaire qui touche fiscalité et football, une affaire de faveur fiscale qui aurait pu être accordée en 2017 par le ministère des Comptes publics au PSG pour finaliser le transfert de Neymar, ministère des Comptes publics dirigé alors par un certain Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez une réponse de Bercy? Pas encore, mais c'est normal. Je l'ai demandé mercredi dernier, donc c'est normal que je ne l'ai pas encore aussi vite, mais j'ai demandé de l'avoir vite, comme chacun comprendra. Donc c'est vrai que si cette semaine j'ai pas de nouvelles, j'irai peut-être à Bercy, ce que j'ai le droit de faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir 2 choses. Est-ce qu'il y a eu une anormalité dans les rescrits qui auraient été, d'après vos confrères, différents confrères, notamment Mediapart, qui auraient été permis ? Alors il faut vérifier si c'est M. Darmanin qui les a permis, donc il faut que je vois ça. Donc on pourrait tomber dans l'illégalité ? Je sais pas, je vais voir. En tout cas, il faut voir si il y a eu quelque chose qui n'est pas dans les normes. C'est-à-dire que, il arrive qu'il y ait des rescrits. Des rescrits, c'est
quelque part des accords fiscaux qui sont faits par la DGFiP. Donc il faut voir si c'est le cas. La Direction générale des finances publiques. Il faut voir si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Si là on a eu des délais exceptionnellement rapides pour des pressions, donc ça c'est le premier sujet. Puis le deuxième sujet, c'est qu'il faut éclairer autre chose. J'ai entendu M. Darmanin qui disait oui, on est content que M. Neymar vienne en France, d'accord. C'est comme ça qu'il justifiait aussi l'amendement qui était passé par le 49.3 sans vote à l'Assemblée nationale, qui heureusement a été déclaré anticonstitutionnel, qui permettait à la FIFA de s'installer en France sans payer d'impôts, cotisations sociales, zone franche. On nous dit, ah bah oui, c'est bien que la FIFA vienne. Bah non, la FIFA ou Neymar, c'est bien s'ils payent leurs impôts. Et ne serait-ce que par rapport à la concurrence, par rapport à d'autres sports ou d'autres clubs. Donc ça, c'est pas possible d'adapter notre fiscalité par rapport à des exceptions du football, ou moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'argent, quoi. Sur cette affaire du PSG, qu'on comprenne bien, ça peut être légal que le gouvernement accorde une aide fiscale au PSG pour réaliser ce transfert. Il y a des accords des fois qui existent dans certaines choses, on le sait, donc il faut voir à quel niveau c'est légal. Bon, moi, de ce que je lis dans la presse, ça l'est pas vraiment. Donc voilà, mais je veux pas préjuger avant de regarder. C'est pour ça que j'ai demandé ces documents. Si je vois qu'il y a des anormalités, je pense que ça se saura. Je peux pas donner les documents en tant que tels parce que là, j'ai pas le droit de transmettre publiquement des documents fiscaux, mais ça se saura. Je le ferai savoir. Et par exemple, on pourrait très bien proposer que la commission des finances s'autosaisisse en commission d'enquête sur cette question. Éric Coquerel, dernière question internationale sur la guerre entre Israël et le Hamas. Vous allez en février vous déplacer à Rafah. Quel est l'objectif des parlementaires de la visite? Pour demander la même chose que demande la France, le cessez-le-feu, essayer de le promouvoir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. 24 000 morts palestiniens, 70% de femmes et enfants parmi ces 24 000 morts. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à rayer un peuple de la terre en termes d'entité territoriale. Je vous rappelle que l'ONU parle de risque génocidaire. Donc il faut que ça s'arrête et pour ça, il faut essayer de faire du bruit. Enfin du bruit, je veux dire bien sûr pacifique. Donc on ira à Rafah avec effectivement une vingtaine de parlementaires. Et qui allez-vous rencontrer ? Déjà, on va aller à la frontière, parler de ça, essayer de le faire savoir. Puis très certainement, on va essayer de rencontrer des associations humanitaires qui travaillent là-bas, des autorités. On va sûrement rencontrer les autorités égyptiennes qui nous autorisent à traverser le Sinaï. Voilà, c'est un voyage pour pousser, pour qu'il y ait des règlements diplomatiques de cette question et que les Palestiniens, qu'à la fois Israël ait le droit à la sécurité, mais que les Palestiniens aient droit à un État et qu'on arrête de massacrer les Palestiniens et de faire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire non pas rayer le Hamas de la carte, mais rayer la Palestine de la carte. Et pourquoi vous ne rencontrez pas aussi les autorités israéliennes qui ont un rôle à jouer dans ce conflit ? J'ai cru comprendre qu'il y a plein de gens qui les rencontrent, il n'y a pas de problème depuis quelque temps. Là, j'entendais qu'il y a des voyages qui ont lieu. Là, la plupart notre problème à nous, là, du côté, ça va être de voir ceux qui, en ce moment, sont en train d'être bombardés, qu'on expulse progressivement de leur territoire, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un des objectifs de guerre de M. Netanyahou, qui était annoncé avant, c'est-à-dire en finir avec toute possibilité d'un État palestinien. Voilà, je pense qu'on va aller voir ceux qui, en ce moment, subissent quelque chose qui n'est pas qualifiable. Et parmi les parlementaires qui vous accompagneront, les différentes familles politiques sont représentées ? Oui, c'est ma volonté. Pour l'instant, il y a surtout des formations de gauche, mais là, je suis en train de... Ça vient juste de se refinaliser. Pour tout vous dire, on attendait les accords égyptiens. On a évidemment les accords du côté du ministère des Affaires étrangères et c'est ouvert je fais un appel, c'est ouvert à toute personne qui le souhaiterait du côté des groupes démocratiques. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été notre invité politique ce matin.